merci pour cette invitation. Je suis très contente d'intervenir sur ce thème, parce que c'est quand même un thème vraiment extrêmement fédérateur, extrêmement structurant pour le laboratoire. Donc, merci pour cette invitation. Donc, pour ne pas perdre de temps et vraiment appréhender, enfin montrer la manière dont j'ai appréhendé cette thématique, moi, je suis partie de l'a priori comme approche antécédente. Donc, ça a été vraiment le point de départ de ma réflexion. Approches antécédentes qui vont vraiment forger des représentations, qui vont forger des conceptions partagées du regard qu'on va porter sur l'objet d'étude et donc, en l'occurrence, l'innovation aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, ça a été mon point de départ, partir de l'a priori comme antécédent qui forge, qui moule, qui façonne. En fait, finalement, ensuite, ce que j'ai nommé une identité disciplinaire de l'objet. Donc, voilà, moi, ce qui a été mon cadre de réflexion, un raisonnement par l'antécédent. Et je dirais que ce raisonnement par l'antécédent, il m'est apparu particulièrement bien adapté aux sciences de gestion, pour deux aspects bien liés à la jeunesse des sciences de gestion. Donc, du coup, la jeunesse en SHS fait que cette logique antécédente qui suppose aussi ce qu'il y a avant, donc une logique d'emprunt, une logique de filiation, elle me paraissait parfaitement en adéquation avec les sciences de gestion. Et donc, cet emprunt qu'il y a avec les autres disciplines des autres personnes de mes collègues qui vont prendre la parole tout à l'heure. Mais je pense aussi que cette jeunesse, c'est aussi une force pour précisément penser ce moment d'avant et peut-être du coup, peut-être encore plus fortement, penser aussi une identité, une certaine autonomie des savoirs et donc passer d'une logique antécédente à une logique identitaire de l'objet d'étude. Donc voilà, moi j'ai suivi un raisonnement a priori antécédent, comme a priori comme conception identitaire et donc finalement disciplinaire même. Donc partant de cette logique, j'ai développé 3 points. Donc un premier point, c'est vraiment les fondements du management de l'innovation, puis l'approche managériale de l'innovation, et puis ensuite je vais avoir quelques questionnements justement pour un peu bousculer ces a priori que je vais énoncer dans les 2 premiers points. Alors tout d'abord, pour ce qui concerne le fondement même du management de l'innovation. Donc là, il s'agissait vraiment pour moi d'interroger les racines du management de l'innovation, en repérer précisément ses antécédents, ce moment d'avant, avant cette autonomie disciplinaire des sciences de gestion. Donc là-dedans, j'ai développé 2 points, un aspect purement historique, contextuel, puis un aspect plus de filiation théorique. Donc sur les fondements historiques, ce que je voulais signifier ici, c'était vraiment de partir du contexte. Donc, cette moitié du 19e siècle a été pour moi un repère clé. Moitié du 19e siècle, l'invention technique qui devient vraiment l'affaire des entreprises, l'affaire des grands laboratoires industriels, de la science organisée. Et donc, on est vraiment dans un contexte de nouvelle industrie, mais des industries qui sont extrêmement gourmandes en savoir technique. La chimie, la métallurgie, l'électricité, et qui s'accompagnent vraiment du développement de la grande firme industrielle et dans la grande firme industrielle, du développement des laboratoires de recherche, qu'on appellerait aujourd'hui des laboratoires de R&D. Donc, la naissance de ces grands labos industriels aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, BSF, Air Liquide, General Electric, etc., qui vont vraiment devenir des lieux privilégiés de l'innovation, des lieux qui vont accueillir de plus en plus en leur mur des inventeurs qui étaient auparavant largement isolés. Donc, on a vraiment, je dirais, l'existence de formes d'activités inventives, organisées, qui certes ne datent pas de cette époque, ne datent pas de cette fin du 19e, mais qui vont vraiment être marquées par le début d'un discours scientifique sur cette forme d'organisation de l'activité inventive en tant qu'activité collective. Et ça, pour moi, c'est vraiment un antécédent extrêmement fort, constitutif des sciences de gestion. J'étais il y a 2 jours en séminaire à l'école des mines
Et du coup, ça m'a vraiment fait penser à la réflexion par rapport à ce qu'on développe aujourd'hui ensemble. Et c'est très bien montré justement par nos collègues de l'École des mines qui montrent qu'on a vraiment alors dans ce contexte des représentations communes de l'activité d'invention technique et que ces représentations communes, eh bien, elles rencontrent la naissance de l'entreprise moderne et donc de ces grands laboratoires industriels. Donc, l'entreprise devient vraiment ce lieu d'innovation, ce lieu d'une capacité à inventer, le symbole du progrès. Et en même temps, de manière concomitante, il y a aussi une certaine remise en cause, un questionnement sur le génie inventif isolé, la figure de l'inventeur seul, héroïque, qui est très ancrée dans la culture, dans les a priori de l'imaginaire, et qui se trouve là questionnée au profit du collectif de l'activité d'invention. Donc, l'innovation devient l'affaire de l'entreprise, et à côté de ça, on a également une institutionnalisation très forte, une professionnalisation de l'invention. Je pense notamment à tout ce qui a trait au développement du système de brevets, qui est extrêmement fort à ce moment-là. Donc, il y a vraiment tout un contexte de rationalisation collective qui crée les bases d'une nouvelle compétition entre les entreprises autour de l'innovation. Donc, ça, c'était un premier volet théorique, contextuel. Deuxième volet, historique, contextuel. Et deuxième volet, dans ce premier point, c'est le volet, cette fois, théorique. Donc, sur le volet théorique, je vais bien sûr faire référence à Schumpeter et je ne vais pas faire l'affront ici, surtout devant mes collègues économistes, de présenter les travaux de Schumpeter. Je voulais simplement, dans l'approche antécédente que je suis en train d'esquisser, présenter Schumpeter comme le père du management de l'innovation. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais je le dis d'autant plus librement que je fais justement référence à Julien Pénin, collègue économiste, qui, dans l'ouvrage qui est dédié aux grands auteurs en management de l'innovation, a écrit justement précisément un chapitre sur Schumpeter et qui le présente véritablement comme le père du management de l'innovation. Alors, pourquoi ? Trois aspects qui ne sont pas tous dits par Julien Pénin, mais que certains que j'amène. Trois aspects qui permettent de développer ça. Bien sûr, la distinction qu'on connaît tous entre l'invention et l'innovation, où effectivement, l'innovation l'invention qui va être liée à du domaine technique. Mais ensuite, ce qui va intéresser l'analyse schumpeterienne, c'est sa transformation. Et ça, c'est vraiment une question de gestion. Comprendre comment l'entrepreneur va parvenir à transformer cette invention, à la valoriser, à la financer, à la protéger. Donc, c'est vraiment, comme Julien Pénin le dit, une interrogation de gestion et Schumpeter est le premier à le formuler. Autre aspect qui me semble extrêmement important pour nous, c'est le fait qu'il y a une reconnaissance de pluralité d'innovation, de type d'innovation. Donc, ce n'est pas simplement la dimension technologique. On voit pour la première fois, par exemple, apparaître l'innovation organisationnelle, même si ce n'est pas l'innovation dans l'organisation, comme nous, on va l'apprendre ensuite. Il y a quand même une vision extrêmement englobante de l'innovation qui ouvre des possibles. Et puis, bien sûr, cet aspect très fort de la destruction créatrice, parce que c'est détruire sur le plan et rendre possible sur le plan de la technologie, mais également sur le plan des jeux d'acteurs et donc des firmes, des entreprises à l'œuvre. Donc voilà ce que je voulais développer dans cette approche antécédente à travers ce volet à la fois historique et ce volet théorique. Et je pense qu'on peut en retenir 3 points, en tout cas j'en ai retenu 3 points. L'affirmation vraiment du déploiement de l'innovation dans l'entreprise, qui devient ce lieu privilégié de l'innovation, là où elle se fait. L'innovation issue de grands pays industriels qui se formalise par un résultat, on a une vision très centrée sur l'innovation en tant que résultat et non pas de processus pour l'instant. Et bien sûr, cette acception positive de l'innovation, porteuse de progrès, symbolisée par cette destruction créatrice. Donc, j'en viens maintenant au deuxième point. Donc, ça, c'était le volet antécédent. Et le deuxième point, donc, qui s'intitule « Les approches managériales de l'innovation ». Donc là, l'objet de cette seconde partie, ça a été vraiment de montrer comment, à partir de cette approche antécédent, le management de l'innovation s'est développé comme objet d'investigation à part entière, donc avec un programme de recherche autonome, et donc de passer de l'a priori antécédent à un a priori identitaire, constitutif d'une identité disciplinaire.
voilà l'objectif de ce passage. Donc, bien entendu, ça, je ne peux pas l'évoquer sans faire référence plus amplement aux sciences de gestion. Sciences de gestion qui se caractérisent par la volonté d'expliquer des phénomènes, de comprendre des phénomènes sociaux dans l'organisation. Donc, l'objet d'étude, c'est bien l'action organisée et une finalité extrêmement précise, c'est une visée managériale, produire des connaissances qui sont ancrées dans les pratiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de connaissances, par exemple, actionnables, appropriables. Donc voilà, cet ancrage très fort des sciences de gestion. Donc là, je dirais que de là, il y a un a priori pour moi extrêmement fort, vraiment extrêmement structurant, au sens, du coup, je passe de l'a priori non plus antécédent, mais à un a priori conception commune, conception partagée, ce qui fédère, voilà, c'est ça que j'essaie de développer maintenant. Pour moi, là, du coup, cet a priori extrêmement fort, l'innovation est affaire d'organisation. Alors, ça ne veut pas dire organisation n'est pas égale entreprise, puisque l'organisation, il y a différents niveaux, hein, l'entreprise, l'inter-orga, bien sûr, l'intra-orga, et dans l'intra-orga, Dieu sait qu'on peut décliner en différents niveaux aussi de granularité. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée très forte de l'innovation affaire d'organisation, avec du coup des présupposés très très forts qui en découlent. L'innovation est le fruit de collectifs organisés, l'innovation, ça se gère, l'innovation, ça se manage. Donc ça, c'est vraiment, je pense, qui est extrêmement constitutif et qui va donner lieu à des réflexions en sciences de gestion sur la manière de l'innovation, dans la manière dont l'innovation se produit dans des collectifs et de la manière dont ces collectifs également profitent de ces innovations. Donc, sur la base de ce nouvel a priori, disciplinaire, identitaire, hein, si je peux dire, je pense qu'on peut distinguer trois périodes qui correspondent à trois grandes approches. Une première période, années 60, années 70, on va avoir une approche extrêmement opérationnelle de l'innovation. Le management de l'innovation inscrit dans... Alors là, je dirais, c'est la pure filation avec l'approche antécédente que j'ai développée dans ma première partie. C'est-à-dire qu'on est avec des logiques très opérationnelles, centrées sur l'organisation des grands centres de R&D, une approche très ingénérique de l'innovation, où on met l'accent sur des outils. Vision du coup très linéaire de l'innovation, appréhendée en tant que résultat également. On se focalise beaucoup sur les inputs qui vont donner lieu à des outputs. Donc, une vision extrêmement séquencée. Deuxième période, 1980-90, là, je dirais qu'on a un façonnage de l'appareil théorique du management de l'innovation qui est très lié avec ce qui se passe en économie industrielle. Et là, on va avoir un focus qui va être différent, un focus très ancré sur les stratégies concurrentielles des firmes, l'avantage compétitif fondé sur la technologie. Donc là, vraiment, c'est l'innovation comme source d'avantage concurrentiel. L'innovation comme source d'innovation qui va vraiment marquer cette période clé. Donc là, il y a vraiment du coup un lien extrêmement fort entre le management technologique et le management d'innovation avec les outils de gestion de portefeuille, de cycles technologiques, d'analyse de portefeuille qui ne sont pas simplement technologiques, aussi d'analyse de portefeuille brevet, de barrières à l'entrée, veille technologique. Et par exemple, une question tout à fait clé qui symbolise bien cette période, hein, est-ce qu'il vaut mieux des positions pour avoir un avantage concurrentiel basé sur la technologie, pionnier, suiveur? Ça, c'est vraiment une question tout à fait symbolique de cette période. Troisième période que j'identifierais à partir des années 90, mais qui s'enracine dans la précédente, hein, à partir du moment où on a commencé vraiment à s'intéresser à ces sources d'avantages concurrentiels basées sur la technologie, bah forcément, on a beaucoup plus porté le regard sur l'intérieur de l'organisation, comment se créent ces sources d'avantages concurrentiels, et ça a déplacé précisément le focus sur les capacités internes, sur les aptitudes, les ressources, toutes ces capacités, même capacités dynamiques, hein, bien sûr, qui sont largement développées dans la littérature, la gestion des connaissances, et puis du coup beaucoup sur les approches processuelles, façon plus d'une vision innovation résultat, comme on l'avait dans les premiers travaux,
là plus à une vision centrée sur les processus d'innovation. Donc, beaucoup de choses sur les acteurs, les contextes internes, favorables à l'innovation, à la créativité. Et puis, du coup, forcément, on va s'intéresser beaucoup ici aux formes variées d'innovation qui sont nées dans les approches antécédentes. J'en parlais quand je signifiais Schumpeter avec l'innovation organisationnelle, mais Dieu sait que là, vraiment, l'innovation organisationnelle, l'innovation managériale, qui n'est pas l'innovation en management, qui est bien un type d'innovation qui va donner lieu à des travaux spécifiques, qui se développe. Donc, nature de l'innovation, à travers différents types d'innovation, mais également différents types d'innovation à travers le degré de radicalité de l'innovation. Il montre aussi l'ampleur des travaux, par exemple, à travers les innovations architecturales qui vont mettre l'accent sur ces caractères combinatoires, modulables, des connaissances liées au développement des capacités inventives. Donc, vraiment, là, un nouveau ensemble de travaux autour de mots comme l'apprentissage, les capacités d'absorption, la modularité, les logiques ago-antagonistes, exploration, exploitation. Donc, on met l'accent sur ces mécanismes combinatoires, l'ambiguïté pour stimuler l'innovation, avec peut-être une volonté beaucoup plus compréhensive, moins normative et prescriptive qu'on l'avait dans la première approche, mais toujours cette même identité, cette même a priori très identitaire du collectif comme lieu d'innovation. Donc, pour ensuite le troisième point que je voulais développer, je regarde l'heure quand même, troisième grand point que je voulais développer, c'était les interrogations actuelles qui participent au questionnement de ces a priori. Donc, première partie qui était plus sur les a priori antécédents, deuxième partie qui était beaucoup plus sur les a priori identitaires disciplinaires, et ce troisième point qui est un peu davantage pour questionner, du coup, ces a priori que j'ai essayé de développer dans les deux points précédents. Donc, trois grandes questions, mais comme je vois que le temps tourne, j'irai rapidement, puis ça fera justement peut-être l'objet des débats entre nous. Première question que j'ai esquissée, c'est un questionnement sur les frontières de l'organisation et ces nouveaux lieux de l'innovation, parce que j'ai vraiment mis en évidence cet a priori très fort sur l'innovation qui prend lieu dans ces collectifs. Bien, on voit qu'aujourd'hui, on a vraiment des questionnements très forts sur ces nouveaux collectifs, ces nouveaux lieux de l'innovation. Open innovation, écosystème d'innovation, innovation par l'usage, voilà beaucoup de thématiques qui nous animent en sciences de gestion, mais qui interrogent à la fois quant aux lieux physiques, Fab Lab et autres Makerspace, et Dieu sait si là aussi on a énormément de littérature, mais aussi les lieux virtuels, crowdfunding, crowdsourcing et toutes ces plateformes dans lesquelles s'expriment les nouveaux espaces créatifs et innovants. Intérêt pour les communautés d'innovation, communautés de pratique, communautés épistémiques, etc., qui vont là aussi questionner ces dimensions collectives de l'innovation qui sont extrêmement structurantes pour les sciences de gestion. Deuxième questionnement, c'est un questionnement, je dirais, sur l'origine et la nature profonde de l'innovation. Et là aussi, les sciences de gestion se sont beaucoup emparées de thématiques autour de l'innovation inverse. Ces innovations qui naissent dans les pays émergents, puis qui vont connaître un succès finalement où on ne les attendait pas dans les pays développés, l'innovation frugale qui montre comment on peut résoudre avec moins et mieux, ou en tout cas faire preuve d'agilité, faire preuve d'ingéniosité, cette capacité à réinventer, à monter de nouvelles architectures avec moins, mais peut-être plus en adéquation aussi avec les besoins très proches, les besoins spécifiques ressentis. Donc, on voit vraiment du coup là une remise en cause des a priori extrêmement constitutifs du management stratégique qui nous invite à remettre en cause les conceptions partagées, ce qui allait de soi, l'innovation c'est de la sophistication, c'est toujours du plus, ça part des pays industrialisés, ben non, innovation inverse, innovation frugale, beaucoup de questionnements autour de ce qui allait de soi. Et puis, dernier grand questionnement, un questionnement sur les bienfaits de l'innovation. Cette face cachée de l'innovation, et là, pollution écologique, pollution numérique,
surveillance généralisée, surconsommation, exclusion, etc. La liste est longue. D'ailleurs, il y a un numéro spécial de la Tribune là, que j'ai justement acheté à l'aéroport il y a 2 jours quand j'étais à Paris, qui serait intéressant. Doit-on croire au progrès? Voilà, on peut feuilleter ça. Et c'est vrai que c'est très ancré sur cette face cachée de l'innovation. Et là, il me semble que les sciences de gestion viennent éclairer aussi des aspects très intéressants sur ces côtés sombres. Par exemple, je travaille beaucoup sur les trolls de brevets. Donc, voilà, un côté sombre de l'innovation, mais qui donne lieu à des travaux extrêmement intéressants. Et je pense que les sciences de gestion, fournissent des travaux très intéressants pour penser précisément ces nouveaux collectifs, ces nouveaux modèles organisationnels, à même de répondre aussi à ces nouveaux questionnements. Donc, pour terminer et laisser la place à mes collègues, je dirais que pour moi, il n'y a pas de remise en cause fondamentale de l'a priori constitutif, disciplinaire fort des sciences de gestion pour penser l'innovation comme à travers l'action organisée. Ça, pour moi, c'est vraiment un invariant, quelque chose d'extrêmement structurant. Et j'ai essayé de montrer que ce n'était pas par hasard, qu'il y avait une approche antécédente très forte pour avoir cette a priori ensuite identitaire. En tout cas, voilà, c'était le sens de mon message. Je pense qu'actuellement, on a vraiment des nouvelles expressions de cette action organisée. Multiplicité d'acteurs, savoir diffus, question d'appropriation des savoirs, voilà, qui interroge vraiment les sciences de gestion. L'a priori très structurant selon lequel le collectif, c'est-à-dire l'organisation, mais aussi l'organisation dans la société bénéficie de l'innovation, aussi c'est quelque chose qui, à travers cette phase cachée de l'innovation, qui aussi est questionné aujourd'hui. Mais pour finir, je vais finir avec un a priori qui est vraiment un biais. Voilà, vous me le permettrez, j'ose pour finir. J'ai pris différentes facettes de l'a priori. Là, je prends vraiment la mauvaise facette de l'a priori. Donc, j'assume ce biais. Et j'ose peut-être penser que les sciences de gestion, pour répondre à ces nouveaux défis, sont pas si mal placées, et même très bien placées, parce qu'avec ce focus que j'ai essayé de vous présenter, qui fait la spécificité des sciences de gestion, pour la compréhension fine des jeux d'acteurs, des situations très opérationnelles orientées vers l'action, il me semble qu'on est bien placé pour répondre à ces nouveaux défis que j'ai pu relever dans ma troisième partie. Enfin, c'est peut-être là vraiment un biais disciplinaire et on pourra en débattre. Voilà, merci beaucoup. Un peu débordé quand même avec le congrès. Merci beaucoup, Cécile. Il y a beaucoup de choses. Oui, je pense que je vois que j'ai un peu été long. Non, mais... Merci d'avoir plongé tout entière la gestion. J'ai essayé. Et ta réflexion dans le sujet. Oui, merci beaucoup. En fait, là, à la fin de l'exposé, je ne suis pas sûr, peut-être que en fait, tu fais des sciences de gestion. Donc, c'est ça. C'est peut-être précisément parce qu'on travaille ensemble. Exactement. Aussi, au GREDEC. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas parti d'une approche antécédente, mais aussi parce que je pense qu'une approche antécédente en sociaux, le problème, c'est qu'il faudrait que je fasse comme avec mes étudiants, que je remonte à Marx, que je remonte à Max Weber. Bon, en fait, j'ai commencé... Bon, quand même, on peut citer Schumpeter, parce qu'effectivement, une des choses qui est intéressante, pas forcément exactement pour les mêmes aspects de Schumpeter, d'ailleurs, mais le sociologue, quand il lit la liste des différents types d'innovation, et qu'il y a effectivement des objets, mais il y a aussi des méthodes de production, des nouveaux marchés, des matières premières, des formes d'organisation aussi. En fait, en tant que sociologue, on a l'impression de lire un programme sociologique, donc d'études de l'innovation, et finalement, du coup, c'est vraiment une inspiration et une définition qu'on trouve chez lui qui est toujours utile pour nous. Maintenant, moi, mon choix, c'était de revenir un petit peu au moment où le terme d'innovation est introduit en sociologie, et c'est beaucoup plus tard que ça, puisque finalement, là, je suis Patrice Flichy dans son bouquin sur la socio de l'innovation qui faisait remonter ça au débat après la Seconde Guerre mondiale autour de l'agriculture.
Parce qu'en fait, c'est le moment où la sociologie, parmi les autres sciences sociales, est convoquée pour ce grand projet social qu'il y a à l'époque, qui est de moderniser l'agriculture avec une figure d'innovation assez simple, hein, puisqu'on a mis en place des nouveaux modes de production, justement, des nouvelles semences qui demandent la mécanisation, qui demandent des engrais chimiques, etc. Et c'est une transformation qui va être assez radicale et à l'échelle de la planète. En France, c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que ça se passe, c'est un vrai projet de société au sens où l'État s'en mêle énormément. En fait, le problème qu'il y a à ce moment-là, il est tout simple, et on est encore dedans chaque fois que dans un projet de recherche, on nous demande de faire des recherches en termes d'acceptabilité, puisque le problème, c'est qu'on a ces nouvelles modes de production qui sont beaucoup plus productifs, et pourtant, les agriculteurs ne les acceptent pas. Et du coup, va se développer une première sociologie de l'innovation autour de cette question des milieux, finalement, dans lesquels l'innovation se diffuse, de la question de l'apprentissage, qui peut d'ailleurs être internalisé par les économistes ensuite en termes de coûts d'adoption, etc. Mais à ce moment-là, c'est les sociologues qui, en allant enquêter sur le terrain, construisent cette figure finalement du social un petit peu comme résistance, comme conservatisme, qui est complètement inscrite dans une sociologie classique, qui est quand même plutôt une sociologie de la régularité et de la stabilité du monde social. Et du coup, cette sociologie de l'innovation, elle commence déjà à ce moment-là à se poser comme une interrogation sur le changement social. Et finalement, ce thème d'innovation, il arrive en sociologie autour de cette question-là. Maintenant, le grand moment finalement où va se constituer une sociologie de l'innovation en tant que telle, c'est plutôt les années 70 et 80 avec l'irruption des technologies de l'information et de la communication. Du coup, la question va être un petit peu retournée, c'est-à-dire que en France, c'est la création de la revue Réseau, par exemple, au début des années 80. La question va être retournée parce que tout d'un coup, c'est plus simplement le social qui intervient comme résistance, mais c'est une forme de co-construction finalement des milieux et des techniques avec ces technologies, d'abord le téléphone, technologies de communication, et puis ensuite l'informatique et Internet qui va arriver à ce moment-là, à la fin des années 80. Ça va devenir une infrastructure des relations sociales. Et donc, du coup, pour la sociologie, c'est un moment où elle est obligée finalement d'internaliser ces questionnements, puisque de plus en plus à ce moment-là, et puis ça se prolonge jusqu'à aujourd'hui, les innovations font partie de la structure sociale au sens, y compris jusqu'à aujourd'hui, le plus ordinaire. Après, ce qui se joue, moi je pense qu'il est important à ce moment-là et qu'on ne mesure pas assez souvent, c'est que tout d'un coup, dans les années 80, alors que de manière antérieure, les technologies les plus développées l'étaient dans le milieu professionnel. Ce qui se joue pour moi dans les années 80, justement, avec les technologies de l'information et de la communication, c'est que tout d'un coup, l'endroit où les technologies vont être les plus développées, ça va être le grand public. Au point que finalement, on sait très bien qu'aujourd'hui, les technologies numériques comme le téléphone sont plus développées pour les applications privées de loisirs, de consommation, que pour les applications professionnelles. Et qu'aujourd'hui, quand on développe un outil professionnel, on le développe sur des interfaces qui ne sont pas faites pour ça. Alors que jusque encore dans les années 80, l'ordinateur individuel, c'est d'abord un ordinateur de bureau. Et les technologies, de manière générale, sont d'abord des techniques professionnelles qui sont conçues pour l'entreprise. Donc, ce basculement, finalement, il va se traduire en sociologie par le fait que tout d'un coup, la question, finalement, de l'adoption, la question de l'usage, va devenir une nouvelle figure essentielle pour comprendre ces technologies. Et que le sociologue va pouvoir considérer qu'effectivement, finalement, à travers cette question des usages, ça fait partie de son domaine. C'est pas simplement quelque chose qui regarde l'innovation, c'est plus seulement quelque chose qui regarde l'entreprise, par exemple. C'est quelque chose qui regarde
la société dans son ensemble. Et il y a une partie des dynamiques d'innovation qui vont naître dans les milieux justement sociaux d'adoption. Et ça, je pense que le basculement est fort, c'est-à-dire que dans les années 50, quand on commence à construire la socio de l'innovation, on est sur cette idée qu'il y a un changement qui vient de l'extérieur, qui vient de la technique ou du milieu économique, et les milieux sociaux, ils vont résister, et il va falloir les prendre en compte, hein, il va falloir peut-être transformer les formes de l'innovation pour que ces milieux puissent les adopter, mais sur le fond, l'origine du changement, il est ailleurs. Et là, tout d'un coup, à ce moment-là, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, on parle des a priori ici, qui est vraiment aujourd'hui un a priori important, c'est que le sociologue considère aujourd'hui que l'innovation, c'est une partie du changement social et ça fait partie de son domaine d'études, avec donc cette question de l'adoption qui est importante, mais c'est aussi le moment où, par exemple, Eric von Hippel va écrire, donc un économiste va commencer à écrire sur l'innovation par l'usage et sur le fait qu'il y a une partie des innovations, quand on les retrace, on voit que leur origine n'est ni dans la production, ni dans la distribution, mais bien à la consommation. Donc, je pense que c'est un phénomène général, mais qui va être saisi par les sociologues et qui va les amener à retracer la manière dont finalement les technologies, la forme qu'elles prennent in fine dans les sociétés, tiennent beaucoup à leur trajectoire à la sortie du laboratoire de recherche et peut-être même à la sortie de l'usine. Il y a des sociologues à l'époque qui étudient le Minitel. C'est un exemple classique donc des années 80 en socio française. C'est le Minitel qui est conçu comme une technologie top-down, avec des serveurs de données centralisés et l'idée que les administrations, les entreprises vont pouvoir déverser de l'information auprès du grand public. Et en fait, la manière dont le Minitel va vivre, c'est les messageries instantanées, c'est la messagerie rose notamment, et c'est vraiment la communication entre les usagers qui va se développer à ce moment-là, et qui préfigure, aujourd'hui on le voit avec une lecture a posteriori, donc qui préfigure Internet. Mais il y a vraiment cette idée que la structure même de la technique qui a été pensée par les ingénieurs, elle n'est pas forcément celle qui va être celle qui est adoptée. Après, on a Patrice Flichy qui a travaillé sur les technologies de communication dès le 19e, mais qui retrace très bien ces trajectoires-là sur les technologies de communication, où la radio commence à se diffuser pour la communication entre bateaux et ensuite, beaucoup plus tard, va être utilisée pour la diffusion qu'on connaît aujourd'hui, ou le téléphone dont les premiers usages sont la diffusion de concerts à l'intérieur des villes. Voilà. Et donc, finalement, l'imaginaire qu'ont les ingénieurs qui les accompagnent dans la conception des technologies, c'est que le début d'un processus, et je pense que cette question de trajectoire d'innovation, de processus, comme tu disais, moi je m'y reconnaissais tout à fait, elle est essentielle et c'est quelque chose dont les sociologues prennent conscience à ce moment-là, qui va les amener d'une part à regarder les appropriations et le caractère situé des innovations, qui va les amener à regarder les imaginaires qui accompagnent ces innovations aussi bien au niveau technique qu'au niveau des milieux sociaux qui les adoptent, avec une ambivalence qui se retrouve dès les travaux de Michel de Certeau, qui est un anthropologue dans les années 70 et qui va beaucoup inspirer la sociologie de l'innovation à ce moment-là, qui montre cette ambivalence qu'il y a et ce qu'il y a à comprendre entre des techniques, des objets qui sont standardisés. Donc, où il y a quelque chose, si on considère que les modes de vie s'inventent autour de ces innovations, évidemment, le fait qu'ils soient standardisés fait que tout le monde va avoir un peu les mêmes objets de consommation, les mêmes lieux, etc. Et en même temps, il y a cette standardisation et il y a une forme d'improvisation locale, il y a une forme de caractère situé des appropriations dans chaque espace social. Et ça, évidemment, on voit comment ça va pouvoir lancer tout un ensemble d'enquêtes autour des appropriations de ces techniques. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des sociologues qui vont remonter en amont, qui vont dire dans ce processus, il faut aussi aller regarder le moment de la conception
Et c'est le moment de la sociologie des sciences et des techniques qui est lancée par Bruno Latour autour de ses travaux sur les laboratoires scientifiques et qui va dire, en fait, le processus d'innovation, déjà en amont, au moment de la conception technique, là aussi, il faut comprendre les réseaux et les milieux dans lesquels cette innovation est conçue. Ce qui fait qu'on a des moments différents dans le processus d'innovation, on a des réseaux d'innovation au sens propre qui peuvent s'étudier par le sociologue et où il peut essayer de comprendre justement ce qui se joue et le caractère collectif que tu disais, évidemment, bon, on est sociologue aussi, donc le caractère collectif, il est fondamental. Moi, je montre toujours à mes étudiants un discours de... évidemment, voilà, de Steve Jobs à Harvard début des années 2000. Et dans ce discours, il se présente comme la figure de l'innovateur, donc tout vient de lui. Et c'est génial pour les étudiants sociaux parce que je leur dis justement, voilà tout ce qui manque. Maintenant, il faut chercher tout ce qui manque dans le discours. Bien sûr, cette posture de l'innovateur, elle est importante aussi pour comprendre l'imaginaire qu'il y a derrière, il est important pour comprendre ce que c'est que l'innovation, comment ça se construit, mais il faut aussi regarder le réseau qui va permettre à un moment donné de donner consistance progressivement, et puis au-delà de ce réseau d'innovation aussi, les milieux qui vont accueillir. Après, justement, je parlais de ce discours, un autre moment fondamental, le deuxième moment fondamental pour moi pour la socio de l'innovation, c'est un peu une reconstruction peut-être, mais c'est le début des années 2000, à la fois parce que le numérique se transforme beaucoup, mais aussi parce qu'il y a la question de l'environnement qui arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, en socio de l'innovation, on est dans ce moment un peu particulier où, mais on trouve déjà dans les travaux des auteurs en amont, dans ce moment particulier où on se rend compte qu'il y a, avec l'innovation, il y a une dimension stratégique qui est déjà présente chez Latour, d'anticipation des futurs par les acteurs de l'innovation, ce qui va faire une grosse différence avec la sociologie classique. On n'est pas dans une logique des dispositions ou des déterminations, on est dans une sociologie qu'on trouve aussi évidemment en socio des organisations, de projection dans le futur. Et une des choses dont on est hyper conscient aujourd'hui, et qui informe la sociologie de l'innovation de manière assez importante, je pense, c'est la pluralité des futurs. Et le fait qu'il y a une concurrence aujourd'hui, ou un conflit parfois, en tout cas, et des controverses, etc., entre des visions du futur, auxquelles chacune correspond des visions de l'innovation et de ce que devrait être l'innovation. Et qu'on est un petit peu passé d'une société où l'innovation était exceptionnelle, c'était un phénomène exceptionnel à comprendre. D'un coup, il y a quelque chose qui changeait et il n'y a pas souvent des choses qui changent, à des sociétés où l'innovation est devenue un lieu commun, une valeur qui est très largement partagée, sauf que les conceptions de ce qu'on met derrière l'innovation et de ce qu'on défend peuvent être extrêmement différentes et ça va se traduire très concrètement par ce qu'on pourrait appeler des formes organisationnelles autour de l'innovation, peut-être des formes de méta-innovation, c'est-à-dire tous les dispositifs, toutes les organisations qui vont être là pour accompagner ou pour aider ou pour orienter l'innovation. Tu parlais tout à l'heure du fait que les innovateurs, on ne les laisse plus innover dans leur garage. Maintenant, on les met dans des lieux, mais ces lieux, ça peut être les dispositifs l'université Deep Tech, où on va leur donner une vision de l'entrepreneuriat assez classique, où on va leur dire qu'il faut déposer des brevets et pour empêcher les potentiels concurrents d'entrer sur le marché une fois qu'ils ont créé leur structure, ou ça peut être la fabrique des mobilités au sein de l'ADEME, l'Agence pour le développement pour l'environnement, qui va leur dire, et en fait, pour qu'on vous finance, il faut que vous nous expliquiez comment ce que vous allez faire va profiter à l'écosystème, va construire du commun pour l'ensemble des autres entreprises dans le domaine, parce qu'on considère que la question des mobilités, aujourd'hui, c'est trop compliqué pour qu'il y ait une seule solution. Donc, on a besoin de solutions plurielles qui se renforcent les unes les autres. Et donc, on est dans une logique de partage, au moins d'une partie donc, de ce qui est conçu et de ce qui est produit, pour la construction de communs autour de ces questions-là. Donc, on peut avoir voilà, des
manières de concevoir ce que devrait être l'innovation très différentes. Et derrière, il y a des représentations et des valeurs. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on considère qui est fondamental pour nous, parce qu'il y a des collectifs, mais ces collectifs, ils sont aussi porteurs de projets et de valeurs derrière. Et ça veut dire qu'on peut avoir aujourd'hui de l'innovation technologique qui est très bien accompagnée. On peut avoir de l'innovation sociale qui est peut-être un peu moins financée. On peut avoir de l'innovation environnementale qui est encore accompagnée de manière différente. Et même si ces théories, si on les mettait sur le papier, sont contradictoires, elles sont portées par des acteurs collectifs et du coup, elles ont une forme d'existence. Il y a des ingénieurs qui sont payés pour concevoir des technologies. Et ça, c'est quelque chose en sociologie de l'innovation qu'on rencontre toujours, cette dimension de politique finalement qu'il y a derrière la notion d'innovation à travers le fait que c'est des projections dans le futur, donc c'est des projets de société qu'il y a derrière. Et ça veut dire que, par exemple, un sociologue des usages, régulièrement, il va rencontrer des ingénieurs, leur dire « mais il faudrait quand même prendre en compte les usagers ». Mais ça ne veut pas dire si les personnes, si plutôt les structures dans lesquelles il intervient sont conçues pour de l'innovation top-down orientée vers les dimensions technologiques, peut-être qu'il ne va pas être écouté. Bon. Mais voilà, donc je pense que ce deuxième moment aujourd'hui autour de la question environnementale, mais plus largement, il a permis en sociologie de prendre conscience qu'il y a une dimension politique vraiment importante derrière la vision de l'innovation comme quelque chose de vertueux. Et justement, quelle vertu, pour quelle valeur et quelle forme de société, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui. Voilà, je pense que c'était... Donc, voilà, donc moi j'ai préparé effectivement quelques diapos. Donc voilà, mon idée c'était d'essayer de partir d'un certain nombre de questions. De quoi est-ce qu'on parle, nous les économistes, quand on parle d'innovation? Et surtout, finalement, ce que je voulais faire, c'était vous présenter ma propre interprétation. Je ne pas tout le monde. Non, en fait, c'est juste qu'il faut que je fasse ça. Voilà. Voilà. C'est pour qu'on ait la salle épinglée. Donc, vous proposez en fait mon interprétation, ce que je vais dire n'est pas très représentatif de tous les économistes, donc de ce que savent les économistes de l'innovation, et à la mesure où c'est un domaine qui est important, sur lequel, depuis moi, je me souviens, je travaille sur l'innovation, donc j'ai eu un peu un problème pour faire une présentation qui retrace l'ensemble des questions. Et donc, du coup, je me suis dit que peut-être la plus simple, c'était de se focaliser sur un domaine particulier qui m'intéresse très directement en ce moment, qui est donc la croissance des firmes. Donc, l'impact de l'innovation sur quoi, en fait, l'innovation joue sur la croissance des firmes. La croissance des firmes étant appréhendée comme une augmentation de l'emploi au sein des firmes ou une augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, donc je vous propose une focalisation très particulière du domaine de l'innovation. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, comme je vous le disais, c'est que en économie, il y a énormément de travaux depuis très longtemps, à la fois sur les déterminants, mais aussi sur les conséquences de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de travaux sur justement quels sont les facteurs qui vont expliquer l'émergence de l'innovation. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut mettre plus de chercheurs pour développer des inventions qui ensuite vont devenir des innovations? Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en fait à l'entrée du processus d'innovation pour voir émerger de l'innovation? Et puis, il y a aussi des travaux sur les facteurs qui impliquent la persistance de cette innovation. Parce qu'évidemment, si l'innovation n'apparaît que de manière ponctuelle,
c'est quelque chose qui est peut-être moins intéressant que lorsqu'on a vraiment une observation de l'occurrence de l'innovation régulière. Donc ça, c'est une série de travaux sur les déterminants de l'innovation. Ensuite, il y a les travaux sur l'impact de l'innovation. Là, effectivement, il y a l'aspect très positif, c'est-à-dire qu'effectivement, l'innovation est vue bien souvent comme allant de pair avec le progrès économique. Il y a aussi actuellement maintenant des développements plus critiques sur l'impact de l'innovation, donc effectivement en intégrant les aspects environnement et sociaux. Et puis enfin, il y a beaucoup de travaux sur de quelle innovation parle-t-on, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux sur la distinction entre innovation radicale, innovation incrémentale, innovation majeure, innovation mineure, innovation systémique. Voilà, donc il y a tous ces éléments qui en fait n'ont pour intérêt que de montrer quand l'innovation vraiment fait bouger les lignes et quand l'innovation fait bouger de manière beaucoup moins forte les configurations industrielles et puis la société de manière générale. Alors, moi, la chose, c'est l'aspect personnel, hein, c'est mon angle que je souhaiterais développer avec vous aujourd'hui, c'est de bien vous sensibiliser au fait que le cadre analytique de ces travaux n'est souvent pas construit pour intégrer l'innovation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on part d'un cadre analytique qui, en général, n'intègre pas l'innovation. Et puis, voilà, on intègre a posteriori l'innovation. Et ce qui change actuellement, je trouve, et je vais essayer de vous montrer quelques exemples de ça, c'est qu'on a actuellement, depuis à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, des travaux empiriques sur des bases de données qui sont très désagrégées et très riches, et qui sont vraiment intéressants parce qu'ils produisent des résultats, et quand ces résultats sont robustes, eh bien, ils viennent nourrir de nouvelles hypothèses. D'accord ? Donc, je pense que le gros changement auquel je voulais vous sensibiliser, c'est qu'auparavant, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, on avait un cadre théorique donné, puis on allait tester ce cadre théorique sur des données, et puis si on avait des résultats empiriques qui validaient le cadre théorique, on était super content. En revanche, quand les données empiriques ne validaient pas, en fait, il fallait refaire le travail parce que ça n'avait pas de valeur académique. Là, maintenant, on est dans un autre mood, disons. On considère que les travaux empiriques, lorsqu'ils montrent des résultats, que ces résultats sont robustes, eh bien, on les prend au sérieux et on voit en quoi ces nouveaux résultats empiriques vont permettre de requalifier, de compléter les cadres analytiques existants. Donc, voilà, donc ça c'était l'introduction. Donc en termes de structure, voilà, je vous propose les définitions d'innovation. On va revenir sur beaucoup de choses qui ont déjà été dites par mes deux collègues gestionnaires et sociologues. Donc, ensuite, je voulais vous parler donc, très directement de la croissance des firmes en général et puis en présence d'innovation. On va voir qu'est-ce que ça change en fait de parler d'innovation. Et puis enfin, quelques conclusions. Donc, pour ce qui est des définitions, effectivement, la source en général des économistes, c'est Joseph Schumpeter, qui est en fait le premier à développer l'idée qu'il y a des produits et des processus de production qui sont nouveaux et qui vont contribuer au développement économique. Et donc, l'intérêt des travaux de Schumpeter, c'est de montrer que, en fait, la source de l'innovation, elle est double. C'est-à-dire qu'il parle à la fois du rôle des firmes entrepreneuriales, que l'on peut a priori considérer comme des firmes de petite taille, des firmes jeunes. Mais là aussi, je vais revenir sur cette assimilation entre firmes jeunes et de petite taille avec les firmes entrepreneuriales. Donc, on a ces firmes entrepreneuriales qui vont proposer constamment de nouveaux produits sur le marché. Donc, on a des firmes qui rentrent sur le marché avec des nouvelles spécifications de produits et donc, qui portent donc, des innovations de produits, en général qui sont considérées comme des innovations radicales et qui sont dans une démarche d'exploration, c'est-à-dire qu'en fait, on a une myriade de petites firmes qui vont proposer toute une myriade de spécifications
de produits, et donc sans avoir l'idée de celles qui vont, a priori, de celles qui vont réussir par rapport à celles qui vont échouer et donc être sorties du marché. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis on a aussi, chez Schumpeter, l'idée que les grandes firmes ont un rôle dans le processus d'innovation parce qu'en fait, elles ont un avantage concurrentiel dans les méthodes de production. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont les leaders, si vous voulez, sur ce qu'on appelle l'innovation de processus, donc à opposer avec les et elles sont plutôt dans une démarche d'exploitation. Au contraire, les firmes entrepreneuriales sont dans une démarche d'exploration. Et donc, en fait, elles identifient les combinaisons en fait, de produits qui permettent, de facteurs, pardon, qui permettent d'avoir une innovation la plus efficace, c'est-à-dire produite à moindre coût. D'accord ? Donc, chez Schumpeter, il y a ces deux ensembles de firmes qui jouent leur rôle. Et l'idée, c'est aussi qu'il y a donc l'idée centrale de Schumpeter, c'est de dire qu'il y a une innovation, que l'innovation, en fait, porte une destruction créatrice, c'est-à-dire que les firmes entrepreneuriales vont croître, vont grossir, vont grignoter des parts de marché des grandes firmes installées. Et donc, à terme, il y aura en fait un renouvellement, c'est-à-dire que les firmes anciennes vont être complètement remplacées par des firmes nouvelles. D'accord ? Alors, de manière très pratique, en fait, ces notions, elles s'associent, en fait, elles sont accompagnées par des éléments très concrets qui, par exemple, sont insérés dans le manuel d'Oslo de l'OCDE, par exemple, où on retrouve en fait que les innovations de produits requièrent des améliorations dans les biens ou dans les services existants ou le développement de biens nouveaux. Donc là, typiquement, on retrouve la notion matérielle d'innovation de produits. Et puis, d'un autre côté, on a des innovations de processus qui sont obtenues quand un montant donné d'input peut être produit avec moins d'input. Pour autant, on n'a pas seulement des innovations technologiques qui sont considérées, on a aussi, effectivement, comme cela a été dit, des innovations organisationnelles qui incluent donc les nouvelles formes de management. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs indicateurs qui sont là pour mesurer ces éléments-là. On a tout ce qui entre en input dans le processus d'innovation, donc la recherche-développement. La recherche-développement pondérée par le chiffre d'affaires, par exemple. Ou alors, on a des mesures d'output, c'est-à-dire ce qui sort du processus d'innovation. Et donc là, c'est tout ce qui est les brevets. Et puis, on a aussi des mesures un peu hybrides qui font un ratio entre les mesures d'input et les mesures d'output, donc le ratio recherche-développement sur brevet. Alors, maintenant, si on s'intéresse donc à la croissance des firmes, donc ce qu'on sait, c'est que dans la littérature, en économie, les firmes en croissance sont très directement repérées comme des firmes où on observe un accroissement de l'emploi ou du chiffre d'affaires. Et dans cette littérature, on a en fait très directement l'idée que la croissance, mais aussi le déclin des firmes, sont au cœur de la dynamique des économies capitalistes. Et donc, il y a une référence très directe à la description créatrice de Schumpeter. Alors, c'est un domaine sur lequel j'attire votre attention parce qu'il y a un fort intérêt aujourd'hui, à la fois pour les chercheurs, parce qu'il y a des bases de données qui se développent. Il y a aussi la possibilité de renouveler les modèles et les hypothèses pour les chercheurs. Ça a un intérêt aussi pour les firmes parce que les firmes sont quelquefois à la recherche de recettes pour croître et croître le mieux possible. Et puis, il y a aussi un intérêt pour les décideurs publics, puisqu'il est question de trouver des voies d'augmentation, d'accroissement de l'emploi, d'augmentation de la compétitivité. Donc, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'intérêt. Alors, toutefois, ce qu'on observe, c'est que la règle générale, dans cette littérature, le résultat général, c'est que toutes les firmes ne croissent pas. Bien au contraire, en fait, la plupart des firmes, qu'elles soient petites, grandes, installées ou plus jeunes, ne croissent pas du tout. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un paradoxe par rapport à toute l'idéologie qu'ont véhiculé les différents éléments que je vous ai donnés jusqu'à présent.
La seule exception, c'est les firmes à très forte croissance, qu'on appelle les gazelles. D'accord? Donc, ces gazelles, elles sont intéressantes parce qu'elles représentent donc une partie très minoritaire de la population totale des firmes. Mais elles sont intéressantes parce qu'elles contribuent de manière plus que proportionnelle à la création d'emplois. Donc là, par exemple, aux États-Unis, toutes les études sont convergentes. Là, on a un très petit pourcentage de firmes à chaque fois. Par exemple, aux États-Unis, 2% de firmes sont à l'origine de 35% des gains bruts d'emploi. Et ça, quel que soit le pays, on a des études en France aussi, et ça tourne aussi entre 3,5 et 7% de firmes qui vraiment totalisent, tirent en fait la création d'emplois. Donc ça implique un débat sur aussi le positionnement de l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc on sait que l'Europe a peu de nouvelles firmes technologiques, dont on a parlé aussi, telles que Google, Microsoft, Apple. Donc il y a aussi l'aspect nouvelles firmes technologiques. Donc ça c'est aussi un aspect un peu plus différent. L'Europe a un nombre plus faible de firmes nouvelles et de grande taille, alors que les firmes américaines sont beaucoup plus grandes en moyenne. L'Europe a substantiellement plus de micro-entreprises en comparaison des États-Unis. Et enfin, l'Europe enregistre des taux de croissance moyens plus faibles que les États-Unis. Donc, en fait, il y a des réflexions actuellement au niveau européen pour essayer de voir dans quelle mesure l'innovation, et notamment l'innovation verte, peut être un moyen pour l'Europe de créer des gazelles. D'accord? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en présence de l'innovation, donc ça, c'était les résultats, voilà, sans particulièrement parler d'innovation. Maintenant, si on intègre l'innovation, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que l'innovation est un déterminant de la croissance des gazelles, mais pas du tout un déterminant de la croissance des firmes. Donc, l'innovation est importante uniquement pour les gazelles, pour les firmes à très forte croissance. En revanche, l'innovation n'est pas du tout importante pour la croissance moyenne des firmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est contre-intuitif complètement. Le deuxième résultat, c'est que l'innovation est un déterminant de la croissance des gazelles dans les pays les plus avancés, mais pas dans les gazelles qui se trouvent dans les pays plus distants de la frontière technologique. Donc, par exemple, il y a des études européennes qui montrent que, ne serait-ce qu'au niveau européen, les pays qui sont les plus distants de la frontière technologique, l'innovation ne fait pas plus croître les firmes que les autres pays plus avancés en Europe. Enfin, si on regarde la stratégie de brevet de ces firmes gazelles, on voit qu'elles explorent l'espace technologique exactement comme le décrivait Schumpeter, c'est-à-dire qu'effectivement, elles tentent en fait de breveter dans différents domaines qui ne sont pas forcément reliés. Donc, elles ont vraiment un processus assez aléatoire de dépôt de brevet, mais elles ont tendance à le faire en exploitant mieux ou plus vite que les autres les classes technologiques qui marchent bien. D'accord? Donc, en fait, elles explorent effectivement, mais d'une manière très comparable à une stratégie d'exploitation de firmes de grande taille. Et en fait, c'est le secret, si on veut, entre guillemets, du succès des firmes gazelles. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de breveter en développant une stratégie d'exploration mêlée d'une stratégie d'exploitation, pour ce qui est le dépôt des brevets. Voilà, donc en conclusion, alors, bon, il y a 3 questions actuellement qui sont intéressantes pour les économistes. Est-ce que la croissance est une caractéristique distinctive des firmes entrepreneuriales? Est-ce que l'innovation est liée à la croissance des firmes? Est-ce que les politiques publiques doivent aider les firmes innovatrices? Et là, si on veut faire un petit quiz, donc l'idée c'est, est-ce que la croissance est une caractéristique distinctive des firmes entrepreneuriales? Non, puisque la plupart des firmes ne croissent pas du tout. Est-ce que l'innovation est un moteur de la croissance des firmes? Non, seulement pour les gazelles, en fait. Est-ce que les politiques publiques doivent aider les firmes innovatrices? En priorité les gazelles, pas toutes les firmes. Mais la difficulté, c'est que c'est absolument impossible de les identifier ex ante. C'est ça. C'était la question.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jackie. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà, on met la galerie, formidable. Bien, je propose de donner la parole à Marina Teller. Merci Jean-Sylvestre. Atlas de notre liste. Non. Merci Jean-Sylvestre de nous associer à tes projets. Comment ça va, Chloé? Et alors sur ce sujet de l'innovation croisée avec les a priori, je me suis dit que dans l'introduction, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu à ce que signifiait la notion d'innovation chez les juristes. Et on va rencontrer les a priori, puisque le premier a priori que l'on a, probablement, c'est qu'il n'y a pas d'innovation dans le droit. C'est-à-dire que le droit, finalement, c'est une fonction extrêmement légitimiste, une fonction qui serait plutôt descriptive, hein, fixée dans le marbre de la loi ou dans une norme, un état de fait. Donc, l'innovation dans le droit, intuitivement, c'est déjà pas forcément quelque chose d'acquis. Deuxième a priori, il n'y aurait pas d'innovation chez les juristes. Au-delà du droit, qu'est-ce qu'il y a de plus réactionnaire qu'un juriste classique? Je ne sais pas. Mais effectivement, le juriste, la figure traditionnelle qu'on a du juriste, c'est quand même le gardien du temple. Donc, se questionner sur l'innovation dans le droit et chez les juristes, eh bien, Jean-Sylvestre, tu ne pouvais pas trouver mieux pour parler d'a priori. Parce que sur le terrain du droit, nous sommes en plein dans les a priori, donc c'est intéressant d'en discuter. Alors, en réfléchissant en amont de la discussion, j'avais vu 3 pistes. Je m'étais dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir comment est gérée l'innovation dans le droit. Ce sera un premier volet de la réflexion. Ensuite, voyons quelle est l'innovation peut-être par le droit, et est-ce que le droit lui-même peut être un facteur d'innovation. Et il y aurait eu une dernière piste, mais que je vais pas développer, parce qu'en fait, elle est à la fois compliquée et évidente, c'est quelle est l'innovation du droit lui-même. Et je ne vais pas la développer parce qu'en fait, évidemment que le droit innove, évidemment que le droit évolue, et finalement, nous ne faisons que travailler sur du revirement de jurisprudence. Il n'y a pas plus bel exemple d'innovation que le revirement de jurisprudence. On tient pour acquis une situation juridique qui traite d'un fait, dans les mêmes faits, dans les mêmes circonstances. À un moment donné, on va dire vraiment désolé, on va faire différemment. Donc le revirement, évidemment, si ce n'était que ça, théoriquement, nous montre bien que le droit innove. Il est obligé d'innover, ne serait-ce que parce que le droit est limité par des espaces, par des frontières, ce qui veut dire que selon qu'on est un juriste de common law, un juriste de droit écrit, un juriste français, un juriste allemand ou autre, la perception des objets à réguler ne sera pas la même. Donc, dans un monde qui est de plus en plus interconnecté sans frontières, eh bien, la question est de savoir comment on articule ces différentes sources normatives. Donc, c'est un magnifique laboratoire d'innovation qu'est le droit. Et je rappellerai également cette phrase du professeur Albert de la Pradelle, début du XXe siècle, que j'aime bien citer, qui disait ce ne sont pas les philosophes avec leurs théories, ni les juristes avec leurs formules, mais les scientifiques qui font le droit et le progrès du droit avec leurs inventions. Et donc, on est dans une dialectique qui est très connue, qui est celle du rapport entre les sciences humaines et les sciences exactes, et puis le rôle médiateur du droit entre les deux, et puis aussi, thème très connu, la dialectique du droit par rapport aux faits. Est-ce au droit à s'adapter aux faits, et donc est-ce au droit à s'adapter à l'innovation, ou l'inverse, est-ce que le droit doit rester en dehors et puis être dans sa forme de tour d'ivoire en étant finalement imperméable à la réalité extérieure. Donc finalement, c'est une thématique
désolée, mais qui est très classique, qui est finalement très classique. Si on considère qu'innovation, et je pense que ça a été notre a priori à nous tous dans la discussion, si on considère qu'innovation, bon an mal an, s'assimile aux nouvelles technologies, c'est-à-dire à des technologies, entre guillemets, ça veut rien dire, mais qu'on appelle aujourd'hui disruptives, dans ce cas-là, la difficulté qui est posée à nous, c'est qu'il nous faudra avoir une pensée juridique globale. Parce que, par nature, une nouvelle technologie, elle est transfrontière, elle n'obéit pas à des limites territoriales, hein, elle a vocation à être appliquée partout. Et également, l'innovation, alors pas forcément technologique, mais l'innovation peut-être au sens davantage scientifique ou naturel, elle obéit à ses lois propres. C'est-à-dire que lorsque l'on s'intéresse à des phénomènes tels que la physique quantique, le nucléaire, le génie génétique, etc., on peut poser des règles dessus. Mais on voit bien que fondamentalement, sous-jacent, l'objet que l'on va vouloir réguler, il obéit à ses propres règles, à ses propres lois, qui sont des lois naturelles et dont le droit va évidemment devoir tenir compte. Donc, si je résume les deux axes de présentation rapidement, d'abord l'innovation dans le droit. Et là, je vais énoncer quelques banalités, je vais aller vite, mais il est bien certain que l'innovation est un objet de régulation, ne serait-ce que parce qu'il y a un droit d'innovation. Et on pourrait expliquer finalement un certain nombre de branches du droit. Et c'est évident, si je parle de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, et pas seulement, également en droit fiscal, puisqu'il va y avoir tout un régime d'incitation fiscale pour favoriser l'innovation. Si on parle également du droit des contrats, parce qu'il n'y a rien de tel pour protéger une innovation, pour favoriser un cadre propice à l'innovation, que de verrouiller ça, exempter avec des clauses contractuelles, des pactes, etc. Donc, le droit des contrats. Il y a même des branches spéciales du droit. Je pense au droit du numérique, qui s'est entièrement construit pour donner un cadre, finalement, aux nouvelles innovations technologiques. Donc, je dirais que c'est presque dans l'ADN naturel du droit de s'intéresser à l'innovation pour pouvoir créer un cadre à la fois incitatif, un cadre protecteur, un cadre adapté, un cadre qui permettra le retour sur investissement, puisque le droit est indissociable du développement de l'innovation. Et dans cette perspective-là, on retrouve finalement des questionnements qui sont toujours récurrents, les questions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire, eh bien, on a une innovation, comment on l'accueille? Déjà, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'interdit? Première démarche. Si on l'accepte, quel type d'obligation va-t-on mettre à la charge de ceux qui la mettent en œuvre? Obligation de moyens, obligation de résultats, quelle nature de responsabilité va-t-on envisager? Est-ce qu'on envisage par exemple des approches de précaution ou au contraire une responsabilité plus? Donc, bref, on a un régime finalement assez classique qui va se construire autour de ces innovations. Et la question de l'innovation peut paraître très actuelle pour les chercheurs que nous sommes en 2022, mais finalement, depuis toujours, le droit, c'est un droit d'innovation. Je vois mon amie Irina qui est là en face, mais je me rappelle tous cette phrase de Ripper qui expliquait que le 19e siècle a été transformé par une innovation juridique. C'est la reconnaissance des grandes sociétés anonymes qui permettent de dissocier le capital, le pouvoir, et à partir de là, on isole l'activité de la société, de la responsabilité des personnes physiques. Instrument merveilleux du capitalisme moderne, disait Ripper, c'est un exemple d'innovation juridique qui va aussi avoir des répercussions sociétales très fortes. Ça va permettre le commerce, etc., etc., les scandales, Compagnie des Indes, etc., etc. Donc finalement, l'innovation, c'est probablement aussi une éternelle course dont on connaît à la fois le début et la fin, c'est-à-dire qu'au début, c'est nouveau, et puis à un moment donné,
la nouveauté s'estompe et puis ça devient finalement quelque chose qui sera parfaitement admis. Le droit fait preuve aussi d'innovation en créant, je dirais, des concepts ou des notions qui sont quand même des défis à l'entendement. La notion de personnalité juridique, de personne juridique que l'on va reconnaître, par exemple, à une société. Intellectuellement, c'est un défi au bon sens. Et ce n'est pas pour rien que récemment, on se demandait également s'il ne fallait pas reconnaître la personnalité juridique au robot. Ce n'est pas plus incohérent que d'avoir reconnu à une personne morale. Les fictions du droit, il y en a beaucoup. Parmi elles, on peut citer aussi l'idée de l'abus de droit, qui est peut-être l'antagonisme absolu. Comment peut-on à la fois conférer un droit et en même temps concevoir qu'on puisse avoir un exercice abusif d'une prérogative subjective qui est ce droit. Donc, évidemment, le système juridique, en tant que tel, peut faire preuve tout à fait d'innovation. Ça, c'était mon premier axe. Deuxième axe, cette fois-ci, l'innovation par le droit. Et le droit peut finalement être une source d'inspiration aussi pour favoriser l'innovation. Et il peut lui-même finalement, peut-être par mimétisme avec l'objet qu'il entend réguler, mais il peut lui-même se réformer, se transformer et innover. Et là, je vais peut-être donner quelques exemples pour que ce soit plus concret, des exemples assez actuels, je pense, à cette pratique que l'on appelle les bacs à sable réglementaires. Alors, on le voit beaucoup en droit des sociétés, en droit financier, en droit bancaire. L'idée est de dire on a des pratiques qui sont nouvelles et qu'on ne sait pas réguler en tant que tel, parce que ça ne rentre dans aucune des cases actuelles du droit. Mais typiquement, lorsque, avec la blockchain, on a vu émerger tous ces fameux tokens, tous ces actifs virtuels, on s'est demandé que sont ces actifs virtuels. Est-ce que ce sont des instruments financiers? Oui, non. Est-ce que ce sont des biens? Comment juridiquement on les appréhende? Et en fait, on n'avait pas de réponse dans les textes. Donc, on a une multitude de champs possibles. Le législateur s'est dit, si on ne crée pas un cadre propice, eh bien, les investisseurs iront ailleurs. Et ce n'est pas la place de Paris qui pourra profiter des startups, de toute l'économie numérique qui va se greffer. Donc, soyons les premiers. Et on crée un bac à sable réglementaire, les sandboxes. L'idée de dire qu'on crée, sous le pilotage du régulateur, un cadre juridique adapté. Donc, c'est quelque chose qui est complètement ad hoc, donc il ne ressemble à rien de ce qui existait par le passé. C'est ce qui a été mis en place, par exemple, pour remonter les levées de fonds en cryptoactifs, les ICO. C'est ce qui a été mis en place par la loi Pacte en 2019 pour autoriser le transfert de titres de sociétés par blockchain. C'est également ce que le législateur a mis en place en étant un des premiers dans le monde à introduire la blockchain dans un code. Donc ça, ce sont quand même des innovations qui ne sont pas que des innovations juridiques. Alors, on comprend qu'il y a beaucoup d'opportunisme économique derrière. Mais il y a aussi beaucoup de symbolique. C'est-à-dire, c'est le législateur français, parmi les tout premiers dans le monde, qui a donné une définition, l'article 54-10-1 dans le Code monétaire et financier, pour donner une existence juridique aux monnaies virtuelles, aux cryptoactifs, aux tokens. Donc ça, c'est quand même un bel exemple d'innovation. Donc, ces bacs à sable réglementaires, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on est à l'heure de la finance, ce qu'on appelle la défi, donc la finance décentralisée qui reposerait sur le Web 3.0, l'industrie de la blockchain, etc. etc. Mais ces bacs à sable réglementaires, ils existent finalement depuis longtemps. Et je pense notamment aux fameuses Sunset Laws aux États-Unis, les lois expérimentales, qui étaient des lois en fait qui avaient pour but de poser un cadre justement pour l'innovation. Et la grande difficulté pour le juriste, c'est que l'innovation, par nature, on ne sait pas quelle est son issue. On ne sait pas dire soit si ça a marché, si ça n'a pas marché, et puis on ne maîtrise pas les risques. Donc c'est toute la thématique des risques de développement. Donc comment poser des règles
qui seront a priori des règles, juridiques, impersonnelles, abstraites, absolues, qui n'ont pas vocation à évoluer, sur un objet qui, lui, structurellement, est appelé à évoluer. Et donc, ça appelait une formalisation de la règle de droit qui devait être elle-même spécifique. Et donc, le droit lui-même a su le faire. Voilà, donc c'était les deux grands aspects que je voulais vous présenter. Et je voudrais juste finir avec un commentaire que m'a inspiré la présentation de mes 3 collègues avant, c'est que finalement, aucun de nous n'a commencé en faisant ce qu'on dit toujours à nos étudiants, c'est-à-dire définissez votre sujet. Et c'est vrai qu'on aurait dû se demander, mais finalement, l'innovation, c'est quoi? Donc, j'ai fait rapidement, c'est du travail d'imposteur de forme directe, là. J'ai regardé la définition de Robert. L'innovation, c'est en gros la nouveauté, le changement. Et puis, derrière, il y a quand même l'idée du progrès, de l'amélioration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, les auteurs disaient, je les cite, en bonne politique, toutes les innovations sont dangereuses. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que nous, dans l'a priori que l'on a de l'innovation, c'est quand même l'idée de dire que l'innovation, elle est là pour le progrès, elle est là pour la croissance, s'il y a de l'innovation, il y a de la croissance, etc. Tu vois. Il y a quelques siècles de ça, l'innovation, c'était le danger. Donc on a besoin des gardiens du temple à l'époque. On n'est jamais très loin des juristes. Voilà. Merci, Jean-Sylvain. J'aimerais bien voilà, la parole est aussi en distanciel. Il suffit d'aller votre micro. Prendre la parole, je peux dire des choses, mais je pense que. Non? Non, mais... Moi, j'ai entendu bruisser, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que ce n'est pas forcément un a priori de toute la discipline, mais typiquement, cette question de l'innovation associée au progrès, en sociaux, on considère que l'innovation, enfin, en gros, en tout cas, on a eu un grand débat dans les années 90 sur il faut être ni technophile ni technophobe. Et donc, la valeur positive, voilà, c'est un non a priori, enfin, bon, je sais pas, peut-être que j'aurais dû le rajouter, mais en tout cas, que l'innovation, on considère que c'est un changement social, sinon c'est une invention, voilà. Mais qu'on ne peut pas anticiper, on ne peut pas prédire sur le bien ou le mal. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de l'agriculture, parce que je bosse dessus aujourd'hui, et quand on relit les bouquins de l'époque des années 50, y compris chez les sociologues les plus critiques, c'était quand même, bon, l'agriculture, il était temps de la moderniser. Et aujourd'hui, tous les problèmes environnementaux qu'on a, il y en a une bonne partie, ils sont liés à cette modernisation. Donc, le positif et le négatif, bon, en socio, on va dire c'est l'affaire des acteurs. mais nous, on ne va pas avoir trop. Et puis, en plus, mais ça, c'est effectivement pas forcément partagé dans toute la discipline, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la notion de progrès, en elle-même, elle pose problème, quoi. Quand on s'intéresse aux questions environnementales, d'emblée, c'est quand on a une discussion de 5 minutes sur un problème, la personne en face va toujours dire il y a une solution, on va trouver une solution. Bon, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai entendu quelque chose de commun dans les 2 premières communications, qui était en gros comment l'innovation objet extérieur va devenir un objet de la construction. Ça fait écho à ce que tu viens de dire, Manuel, notamment comment on s'interdit à le laisser dehors et comment on le rapatrie immédiatement au sein de nos constructions avec nos présupposés, ce qui fait que du coup il n'y a pas de discussion sur l'objet avant qu'il soit assimilé par la discipline. Hein. En tout cas, on essaye de ne pas se perdre dans ce genre de dérive hors champ, on va dire. Je dis ça avec mes mots, hein, mais évidemment, ils ne sont pas nécessairement recevables. Donc, il y a quand même dedans et dehors. Alors, si l'a priori, c'est ce qui est dehors, une fois que c'est dedans, est-ce que ce n'est plus que de la posteriori, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est dans la construction et on évacue les a priori, ou est-ce que les a priori, on n'a rien réglé? Les a priori sont toujours là, et la question, c'est de savoir la place qu'on leur donne. Première
premier questionnement, je pourrais prendre des exemples en écho à ce que vous avez dit. Et puis, il y a un deuxième élément. Je vais essayer de réunir les économistes et les juristes, mais l'idée que l'objet peut être un déterminant de la construction disciplinaire, hein, c'est le mot que tu as utilisé, et ça faisait écho à une des remarques faites par Marina, une des analyses proposées par Marina en fin de propos. Donc, savoir si un objet, ici l'innovation, est un déterminant d'une construction disciplinaire, c'est quand même aussi une façon de poser la question de l'a priori, parce que si c'est un réel déterminant, quelle place il occupe, ça peut être un présupposé, quelque chose qui est posé, non discuté, et qui va ensuite entraîner toute une série de discussions. On peut aussi trouver que il faut au contraire le discuter, c'est-à-dire que ce n'est pas si déterminant que ça, et c'est ce que j'essaie de montrer en écho avec la croissance, mais on pourrait faire ça aussi en écho aux innovations juridiques, parce que l'innovation juridique est un déterminant du droit ou non, hein, si on pose le sujet comme ça en faisant écho. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des manières de s'approprier, donc dedans, dehors, et déterminant ou non, ce sont des manières d'approprier l'entrée a priori, qui ne sont pas évidentes, hein, je veux dire, qui ne s'imposent pas d'elles-mêmes, qui ne sont pas faciles, qui sont intéressantes pour faire vivre le questionnement a priori. Voilà. Donc, je vais faire une remarque très, très, très large. J'enchaîne sur une petite question. Par exemple, la recherche, quand tu dis, Cécile, la recherche, l'innovation, pardon, devient un objet d'organisation d'entreprise, hein, un objet d'organisation d'entreprise, une composante de l'organisation d'entreprise, objet d'étude. Exactement. Donc ça veut dire que l'a priori innovation a été ingérée dans la construction disciplinaire. Ce qui me semble intéressant, c'est de trouver des exemples où elle ne l'est pas. Alors, on peut travailler sur des choses difficiles comme la corrélation entre croissance et innovation, hein, ou intervention juridique et innovation. Mais je prends un autre exemple. Je parle de l'ERC, par hasard. Et l'ERC est très critiqué parce que c'est un format de recherche unipersonnel, hein, où on croit encore au chercheur fou génial qui va trouver les solutions aux problèmes du monde. Hein, on sait que c'est objet critique, hein, on sait que c'est quelque chose qui est discuté, c'est un format qui probablement évoluera. Donc là, tu as par exemple un exemple, si on compare, c'est juste pour comprendre, hein, où l'innovation n'est pas du tout compris comme une structuration, une organisation donc collective, hein, ce que tu as appelé l'identité collective comme un élément d'identité collective, et au contraire, reste rivé à l'image du génie d'Einstein qui va renverser la table, etc., et faire tourner le monde autrement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que un des grands moyens de faire parler ces a priori, c'est vraiment la comparaison multidisciplinaire ou interdisciplinaire, parce qu'elle nous permet, parce que très vite, on a beaucoup de mal pour dire, ça y est, on est passé dans la construction, où on est encore dans l'a priori qui reste en dehors de la construction. Ce qui est dehors, ce qui est dedans, c'est difficile, hein, c'est un processus qui est difficile à comprendre, et pourtant, c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que si on l'a pris de dehors, on l'a mis dedans, est-ce qu'on a continué, on en fait un a posteriori, ou est-ce qu'on continue à avoir une discussion sur toutes les précompréhensions, les présuppositions, les préjugés, les biais, peu importe, qu'on peut avoir sur l'objet ou pas. Donc, je voulais simplement vous dire, voilà pourquoi, donc dans notre format actuellement, on a des analyses séparées, mais c'est vrai qu'il faudra qu'on réfléchisse aussi pour l'avenir à comment on confronte, et c'est l'objet de la discussion, hein, on y est, hein, mais comment on confronte, je ne sais pas si je suis clair, mais confronte ces approches. D'accord, Irina a levé la main. Vas-y, la parole à Irina, peut-être. Oui. Irina, tu as la parole. Merci Jean-Sylvestre. Et je vais poser une question à presque tous les intervenants, en définitive, tous ceux qui se sentent à y répondre, et tout particulièrement à Cécile et peut-être Marina en renfort. Et avant toute chose, un grand bravo, parce que ça a été vraiment très stimulant et le thème s'y prêtait réellement.
Et ma question, elle relaie un peu ce que tu viens de dire, Jean-Sylvestre, sur la nécessité d'un dialogue entre les disciplines. Et je pars d'un exemple très pratique, très concret, autour de ce dialogue. Et c'est celui de l'innovation, on va dire, récente du côté du droit de l'entreprise qui s'adresse directement aux sciences de la gestion parce que dans une série de dispositifs qui sont tout neufs, hein, on adresse légalement à l'entreprise, bon, statut juridique de société, mais peu importe, on lui adresse légalement une invitation de renouveler ses normes de gestion pour mettre en place une gouvernance plus soutenable, plus durable, plus responsable. Et donc, pour le dire encore plus brutalement, on lui adresse légalement une invitation qui parfois est même une obligation de renouveler son modèle économique. Sauf que voilà une très belle innovation législative qui risque de rester du pur affichage si elle ne s'accompagne pas en même temps d'un process minimum, parce qu'on ne sait pas comment on renouvelle les normes de gestion pour y mettre l'écologie, les droits de l'homme, etc., etc. Et donc, ma question est de savoir comment est-ce que justement, d'une part, cette innovation législative peut être intégrée dans les constructions disciplinaires des sciences de la gestion, et d'autre part, comment est-ce qu'on peut mettre en place un vrai dialogue entre gestionnaires et juristes pour parvenir à un résultat qui ne soit pas du greenwashing. Voilà. Donc, désolée si ma question est un peu longue, mais je pense qu'on est au cœur de l'actu. Là, c'est vraiment c'est une large question parce que je pense que c'est à la fois une question extrêmement théorique, mais extrêmement empirique aussi, quoi. Parce que voilà, il y a vraiment, je pense qu'on ne peut pas répondre à ça sans lier le cadre législatif à la pratique en elle-même, de la déclinaison de ces innovations sur les normes de gestion, quoi. Donc, c'est vraiment... là, je ne sais pas par quel bout d'entrée il faut prendre la question, et ça me fait penser à ce qu'a dit Marina. Est-ce que c'est, je ne sais pas, hein, je réfléchis à voix haute, du coup, est-ce que là c'est surtout une innovation par le droit, ou est-ce que c'est une innovation dans le droit et qui de toute façon aurait des implications opérationnelles? Les deux. Je réfléchis à voix haute, donc je ne sais pas par quel bout le prendre. Mais par contre, du coup, après, ce qui est très clair, c'est que ça rejoint la spécificité de la gestion, qui est d'aller vers quelque chose d'actionnable, de pratique, de recherche actionnable. Donc nous, ça, c'est notre finalité même. Quand j'ai dit, voilà, les sciences de gestion, sciences de l'organisation avec une finalité managériale, là, les renouvellements des normes de gestion, si on ne veut pas que ça soit du greenwashing, il faut que ça tende à ça. Par contre, je ne sais pas, si j'essaie de lier avec la présentation de Marina, je ne sais pas si c'est une innovation par le droit ou est-ce que c'est une innovation dans le droit. C'est-à-dire que c'est le droit, c'est le législateur, là, concrètement, qui dit aux entreprises, allez, innovez dans vos renouvelez-vous, voilà. Mais il faut que vous arriviez à inclure dans vos normes de gestion, la prise telle dimension. La prise en compte des enjeux environnementaux, sociétaux, la cartographie des risques, etc. Mais débrouillez-vous. L'a priori serait que ça relève des outils de gestion. Ah oui, oui. Et l'a priori aussi que l'entreprise... C'est des questions qui n'avaient pas à être prises en charge par les entreprises. En fait, l'a priori était là. Ah bon? Et ça, c'est l'idée qu'en fait, on est en train de juridiciser les externalités économiques. C'est ça. Parce que c'est à partir des années 2000 et 2001, la loi NRE, on commence à dire aux grandes sociétés cotées, il va falloir donner des informations sur la manière dont vous prenez en charge les questions sociales, environnementales. Et après, ça a été sur la question de la parité, la gestion des déchets, le recyclage, comment vous avez une politique pour les personnes à mobilité réduite, bref, toute une gamme de choses
jusqu'à très récemment, quelle est votre... avez-vous une mission en tant que personne morale, Ah oui. une société à mission, l'objet social étendu. Donc, tout ça, c'est complètement nouveau. Donc, en fait, l'a priori, c'est, si on devait essayer de réfléchir, hein, quel était l'a priori, ben, l'a priori, c'est qu'on a changé un petit peu de modèle d'un droit des sociétés qui était vraiment la société, en gros, une chose des actionnaires, le contrat, etc., à aujourd'hui quelque chose qui est davantage l'entreprise, l'entreprise en tant que théorie des parties prenantes. Hein. Est-ce que je peux poser une question Est-ce que je peux poser une question d'ailleurs là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce qui est décrit par Irina une invitation aux entreprises à participer à la construction du droit? Tout à fait. C'est ça? Oui, oui, oui. Parce que, C'est ce que ça me fait dire. penser à des choses que je connais bien, c'est-à-dire des nouveaux statuts comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les CAE, qui ont été mis en place en fait après plus d'une dizaine d'années d'expérimentation avec les milieux de l'économie sociale et solidaire. Et donc je me demande si c'est pas, quand j'entends ça, je me demande si c'est pas aussi ce type d'intention, c'est-à-dire proposer un bac à sable en quelque sorte aux entreprises pour elles-mêmes co-construire en fait le droit. Oui, sauf que ce n'est pas très courageux parce qu'on ne peut pas faire ça sans renouveler en même temps le cadre normatif. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que pour l'instant, c'est plus de l'affichage qu'autre chose, parce qu'il faut des process. Voilà, on part d'un postulat selon lequel le droit offre à l'entreprise un cadre juridique d'organisation. Si on n'a pas touché le cadre juridique d'organisation, l'entreprise, elle ne peut pas se débrouiller seule avec ça. Non, mais parce qu'après, dans les entreprises, c'est toujours des jeux d'acteurs. Et on voit bien, pour parler de l'entreprise à mission et ce qui s'est passé avec Danone et Emmanuel Faber, on voit bien que de toute façon, au-delà du cadre juridique, il y a tout le temps cette dimension du jeu d'acteurs. Bien et sûr. ce jeu d'acteurs, d'actionnaires extrêmement minoritaires qui, malgré tout, arrivent à évincer un patron, quoi. Donc, il y a un cadre juridique, il y a des jeux d'acteurs qui partent de ce cadre juridique pour le modifier à leur intentionnalité. Juste pour rester sur ce débat, et Anne-Laure a levé la main, moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire, passons le bébé au gestionnaire, pour nous dire dans quelle mesure on a les outils de gestion qui permettent de traduire un comportement social, solidaire, etc., de l'entreprise, dans quelle mesure on les a ou on les a pas. Ça, j'imagine qu'il y a plein de travaux là-dessus. Enfin, oui, il y a plein de travaux. Il y a un champ. Et il y a un deuxième élément, c'est comment vous, en sciences de gestion, vous voyez cet impérium juridique a priori, c'est-à-dire qui est posé en amont de vos constructions, comment vous le concevez, et est-ce que vous le concevez comme quelque chose qui est associé à une contrainte? Ça fait écho à ce que je disais là. Est-ce que c'est de l'habillage? Et c'est très important parce que selon la façon dont vous allez le comprendre, vous allez en faire des choses tout à fait différentes. Soit un objet purement marketing, soit un objet de réorganisation de la structure. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'a priori, c'est qu'on se déporte, en quelque sorte. Et c'est quand même un moyen de tendre la perche à l'autre construction quand ces a priori croisent les disciplines, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Voilà, juste, pardon, je voulais juste passer un micro. Anne-Laure. Oui, alors, je voulais répondre un petit peu sur ce que... Anne-Laure est notre seule philosophe. Oui. Alors, pour il y a aussi Valentine qui est là, ambitieux. Voilà. Voilà. Alors. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, justement, on a aussi tourné un petit peu sur les questions d'innovation et de progrès. L'innovation, ce n'est pas nécessairement le progrès. A priori, l'innovation, c'est à voir avec la dimension technique, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle possibilité. Par exemple, je suis un primate un petit peu évolué, j'ai l'habitude de fouler sur le sol, de voir des cailloux, et un jour, je décide de prendre, m'en servir, de taper sur quelque chose. Alors, soit je peux taper sur mon voisin, c'est une innovation, je vais taper sur quelque chose. Je vais taper sur mon voisin, ça devient, c'est pas
un progrès moral, parce que le progrès pose la question du sens moral. Ce n'est pas un progrès moral. Cela dit, si je m'en sers pour briser des amandes, des noix, eh bien c'est un progrès, c'est une innovation qui est aussi un progrès moral. Je vais pouvoir nourrir mes congénères. C'est la même question quelques millénaires plus tard avec la fission nucléaire induite, par exemple. Eh bien, ça permet de créer une bombe atomique. Ce n'est pas un progrès moral, mais c'est une superbe innovation. À terme, ça permet de créer des centrales nucléaires. Alors, on va voir si c'est un progrès. Voilà. Donc, finalement, la question de l'innovation est peut-être plus technique quand la question du progrès a plus à voir avec le sens et les valeurs. Et par rapport aux a priori, je me disais qu'il y a peut-être justement, et par rapport aussi à ce que vous disiez, il y a peut-être une évolution de paradigme. À l'origine, le progrès, c'est aussi l'idée de lumière, le fait que justement qu'on aille vers une société plus morale, qui a du sens. Et peut-être qu'on a eu l'a priori que l'innovation contenait nécessairement en elle-même le progrès. Or, comme vous disiez, il y a des externalités négatives dont on s'en rend compte, qui font que les entreprises vont vers davantage des questionnements sur justement les entreprises à mission. Entreprises à mission, voilà. Toutes les questions environnementales, etc. Donc, voilà, c'est peut-être qu'on était sur une base justement d'a priori selon laquelle l'innovation inclut en elle-même le progrès moral et le sens. Merci. En vous écoutant, je pense au travail d'Elgan Novotny, en fait, qui défend l'idée que les sociétés, les intellectuels aussi se sont d'une certaine façon rués vers l'innovation parce que on ne croyait plus au progrès et que finalement l'innovation serait une forme dégradée ou postmoderne, certains du progrès. Autre chose, ça c'est un a priori aussi en sociologie, mais dans d'autres disciplines, on essaye de contester, c'est que l'innovation ne peut être attachée exclusivement à la technique. En fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'innovation dans tout un tas de champs de la société. Et justement, en tant que chercheur, on a à décloisonner l'innovation donc exclusivement de la technologie, exclusivement aussi de l'entreprise, tout en reconnaissant, comme tu disais, que l'innovation renvoie à des formes d'action organisées, à des collectifs, ce qui est vraiment pas la même chose. Ensuite, moi, je voudrais rebondir sur deux points qui ont été abordés, parce que c'est très intéressant ce qui s'est produit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de références communes, peut-être plus que les fois précédentes sur le travail et sur l'entreprise. Il y a ce que Bourdieu appelait des effets de cécité croisés. C'est-à-dire qu'on sent que, en fait, voilà, chaque discipline a parlé parfois à peu près de la même chose, mais sans connaître les mêmes travaux, etc. Il y a le père fondateur Schumpeter qui n'est pas lu de la même façon aussi selon les disciplines. Les deux points en fait sur lesquels je voudrais revenir, c'est Irina s'étonnait qu'il n'y ait pas de définition en fait qui soit donnée, et je pense que c'est pas un hasard. Parce qu'un des a priori, en fait, peut-être partagé, cette dichotomie entre innovation résultat et innovation processus. Donc, dès lors que tu considères que l'innovation est un processus, c'est difficile de la définir, en fait. Et du coup, tu vas être amené à étudier des trajectoires, voilà, comme celle que tu exposais sur la blockchain. Et en fait, on s'aperçoit quand on étudie des trajectoires d'innovation que les choses se transforment au fil du processus et au fil de la diffusion. C'est-à-dire qu'en même temps que c'est adopté, comme disait Manuel, c'est adapté. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard que ça ne soit pas défini en tant que tel. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne chose. Parce que, en fait, si on fige l'innovation dans une définition, on va avoir tendance à la substantialiser, à la renvoyer à une chose, ce qui irait en contradiction avec la notion finalement de processus, de trajectoire, d'appropriation par toute une série d'acteurs, de détournement. Voilà. Après, le deuxième point, c'est que, alors là en sociologie, nous, on est... c'est sur le côté en fait éminemment positif en fait de ce à quoi renvoie l'innovation. Donc il y a une forme de normativité en fait
qui est très contemporaine. Alors là, pour le coup, on s'aide des historiens. J'ai beaucoup travaillé avec un historien qui s'appelle Benoît Gaudin, qui a fait une histoire en fait de l'usage du terme innovation au travers de l'histoire. Et il montre que c'est très contemporain le fait de considérer l'innovation comme un bien. Donc, il a travaillé sur des controverses, notamment quand les protestants étaient qualifiés d'innovateurs au sens d'hérésie. Les historiens contre-révolutionnaires qualifiaient la Révolution française d'innovation parce que ça venait troubler l'ordre public. Et en tant que sociologue, nous, ça nous intéresse parce que ça renvoie à une propriété de l'innovation, c'est son ambivalence. C'est son ambivalence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gagnants et des perdants. Et c'est une des manières d'interpréter Schumpeter aussi. C'est-à-dire que la destruction créatrice, c'est vraiment ça, c'est l'ambivalence. C'est le fait que ça produit des choses, mais en même temps, ça en détruit. Donc, voilà, c'est vrai que c'est important de se dire qu'on est dans des sociétés où la vision de l'innovation, elle est contingente, et elle est éminemment positive. Donc après, il faut voir ce qu'on en fait dans perspective. Il faudrait peut-être que l'année prochaine, on fera ça, on arrive à l'amener et à le formuler, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir, soit qu'on travaille sur un objet ou autre chose, hein. Travailler sur des objets, c'était une façon d'essayer de partir de quelque chose qui nous serait commun, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Ce serait intéressant d'avoir un temps pendant lequel chaque intervenant essaye d'essayer de parler de manière ordinaire de l'objet qu'il va traiter ensuite, comme juriste, économiste, sociologue ou gestionnaire, et en essayant, c'est très très difficile, c'est l'objet du projet sur lequel je travaille, de scénariser, mais en essayant de vous donner peut-être des éléments, des éléments de méthode, comment on peut essayer d'avoir un temps pendant lequel on parle de ces précompréhensions à la première personne, au nom d'un groupe, dans un temps donné, qu'il soit contemporain ou plus ancien. L'avantage du plus ancien, c'est qu'on a le recul. C'est l'intérêt de l'histoire qui nous donne de la carrière de manière plus significative. Mais je pense que ça vaudrait le coup. Après, il faut l'ordonner avec nos constructions. C'est-à-dire comment alors, est-ce qu'il faut le faire à deux temps différents? Est-ce qu'il faut faire deux salles différentes? Et ensuite, deux salles, deux ambiances. C'est pas mal aussi. Deux salles différentes, ensuite croisées. Je crois qu'on a entendu les uns et les autres. On se dit, tiens, notre inspiration elle est peut-être plutôt là ou plutôt là. Mais il y a un jeu à faire. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui, à mon avis, mériterait d'être expérimenté. Si on peut parler d'expérimentation, bien sûr. Je parle sous le contrôle d'Anne-Laure qui me tient comme ça sur toutes mes dérives de langage. D'autres questions? Oui, c'est pas une question, hein, c'est plutôt un commentaire. Bon, moi, j'ai trouvé effectivement beaucoup d'échos en fait entre toutes nos interventions. Je pense que ce qui m'a fait réfléchir, c'est qu'à vrai dire, j'ai l'impression que dans toutes nos disciplines, effectivement, l'innovation, a priori, était quelque chose d'externe, qui a été intégré, et parce que je comprends, hein, c'est un a priori qui a été intégré dans le cadre. Dis-moi si je. On peut le dire comme ça, on peut le dire autrement, mais on peut le dire comme ça. Oui. Mais une fois dans le cadre, il me semble que il y a du coup à l'intérieur du cadre des oppositions en fait entre la manière qu'ont les gens de s'approprier le sujet. Par exemple, en économie, mais je pense que c'est le cas aussi. Ça y est, tu es intégré au groupe. Voilà, ça y est. Tu as réussi ton examen d'entrée. Je te félicite, je te félicite. Chouette. Non, j'ai l'impression que, bon, en tout cas, moi, dans la communauté, dans la littérature que je connais, donc qui est vraiment à la frontière entre l'économie et la gestion, et aussi la sociologie finalement. Bon, il y a des travaux qui opposent encore, hein, par exemple, cette histoire de demande ou d'offre. Est-ce que l'innovation provient de la demande ou est-ce qu'elle provient de l'offre? Donc ça, on peut trouver des revues dans lesquelles il y a
publications qui parlent de l'innovation provenant de l'offre, mais tout aussi bien d'autres papiers qui parlent de l'innovation de demande, qui utilisent effectivement des méthodes qui sont à la croisée entre l'économie, la gestion de la sociologie, l'économie et la sociologie. Donc, il y a aussi effectivement l'idée, dans ces revues dans lesquelles j'ai en tête, il y a aussi cette opposition entre sources individuelles de l'innovation ou collectif de l'innovation. Il y a effectivement autant d'articles qui parlent effectivement d'innovation créée par un individu ou un tout petit groupe d'individus, ou alors d'innovations qui sont créées par un collectif très distant géographiquement, etc. Donc j'ai l'impression que l'a priori a été internalisé dans le cadre, j'utilise mes mots, hein, mais à l'intérieur de ce cadre, eh ben, il y a encore des a priori qui apparaissent. Voilà. C'est une approche macro-micro, on peut l'appeler comme ça. Il faut trouver un moyen de le dire. Mais évidemment, ça n'est pas que de l'extérieur à l'intérieur, parce que le propre, une fois que c'est dedans, il y a quand même toujours, si on veut utiliser un autre mot que a priori, qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est pré-compréhension. Oui. Il y a toujours un certain nombre de pré-compréhensions. Il y a des pré-compréhensions dominantes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement acceptées par tous, parce qu'elles peuvent ne pas être délibérées, donc on vous les a imposées. Elles sont posées comme ça sur la table. Les gens, elles sont parfois valables à un moment donné. Et elles ne sont plus, elles ne deviennent plus. Ça évolue, c'est ça. Voilà. Il y a un aspect très dynamique dans la saisie des a priori. On est toujours dans le mouvement de sortir, de re-rentrer, de rapporter, de ne pas rapporter. C'est un élément très important. Mais sur la question de l'innovation, moi, il me semble qu'il y a d'une part le fait que l'innovation elle-même, elle change. À bientôt. Merci. Pour moi, il y a d'abord le fait que l'innovation elle-même, elle change. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose, ce qui était dit par les juristes aussi, dont on ne sait pas a priori à quoi ça va ressembler. Parce que je suis désolé, quand le numérique arrive, personne ne s'attend et ça ne ressemble pas aux innovations qu'il y a avant et ça ne ressemble pas aux innovations qu'il y a après. Donc déjà, la nature même de l'innovation, elle peut varier. Et puis en plus, socialement, les conceptions de ce qui est appelé innovation, elles varient énormément dans la société dans laquelle on est aussi. Ce n'est pas seulement au sein des disciplines, quoi. Et moi, je pense à un jeune innovateur que j'interrogeais, il me raconte une rencontre avec un pôle de compétitivité et au bout d'1 heure et demie de raconter de son projet, le gars en face lui demande « Mais où est votre innovation ?» Et juste parce que lui, il était en train de monter une société coopérative de jeux vidéo intéressée aux questions environnementales et en face de lui, il avait un pôle de compétitivité spécialisé dans l'innovation technologique. Et donc, à partir du moment où tu as des conceptions de l'innovation si différentes dans la société, qui vont avec des anticipations de comment ça devrait se passer, qu'est-ce qu'il faut à tel moment, etc., comment se déroule le processus. Sur l'innovation technologique, on a toute la théorie des TRL. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc fou, hyper détaillé, qui correspond à des dispositifs institutionnels, etc., et qui évidemment ne correspond pas du tout à l'innovation ou d'autres natures. L'innovation organisationnelle, ça ne passe pas par des TRL. Donc, à un moment donné, effectivement, la difficulté à définir l'objet, il faut aussi la prendre au sérieux de ce point de vue-là. Alors, sans l'enfermer dans une définition, je suis tout à fait d'accord, de voir comme un processus absolument d'accord, mais prendre un exemple très pratique, exemple que je donne souvent dans le projet en gestation, prenez la Convention citoyenne sur le climat. On prend des gens qui ne sont pas là comme étant des sachants, et des gens qui vont faire des propositions, donc qui vont être des législateurs, entre guillemets, même si derrière, évidemment, la plupart des choses qu'ils ont proposées sont restées lettres mortes. Dans le processus de fabrication des préconisations, quel est le temps pendant lequel chacun a pu s'exprimer sur la manière dont il pré-comprenait son objet, changement climatique. Je suis certain qu'on leur a balancé d'éminents chercheurs, etc., qui sont venus expliquer les uns les autres, mais je suis certain qu'ils sont souvent interdits de dire comment ils comprenaient les choses, parce qu'ils ne sentaient pas légitimes à le faire, parce qu'on n'avait pas scénarisé.
Et en fin de course, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui ne se sont pas nécessairement compris, ça donne des résultats qui sont le fruit de rapports de force, d'alliance, etc., sans qu'il y ait une vision enrichie de l'objet, avec des gens frustrés en disant « je ne suis pas compris », et d'autres très contents parce qu'ils ont imposé la loi sur les autres. Donc on n'invitera pas les jeux d'acteurs, etc. Bien sûr, c'est pas grave. Ça reste, sinon vous n'allez plus avoir de travail. Mais ce n'est pas ça qui pose problème. Je pense que ce serait très intéressant de donner à un politiste ce laboratoire à étudier dans une recherche et de dire dans quelle mesure il y a eu un temps pour délibérer sur l'objet. Je prends un autre exemple, l'Assemblée nationale. Les parlementaires ne sont pas des juristes. Ils fabriquent des lois qui vont devenir, par un processus complexe du droit, OK, ils viennent avec leurs convictions, leurs postures, leur opportunisme, tout ce que vous voulez, donc tout ce qui fait la nature de l'homme et de la femme. Et donc, ils viennent avec tout ça. Dans quelle mesure ils ont conscience, à un moment donné, de parler de pré-compréhension de leur objet? Le législateur va le comprendre à sa manière avec ses contraintes, ses processus de décision, OK, mais il est déterminant qu'il y ait un moment pendant lequel on se dise, mais de quoi parle-t-on? Et est-ce qu'on parle de la même chose? Voilà. Et je crois beaucoup à la force de l'a priori, à ce titre. Parce que c'est une façon de dire, vous n'êtes pas déjà dans la construction, vous n'êtes pas déjà dans la réponse, vous êtes dans le temps de faire vivre une question et vous ne la faites pas vivre tout seul, vous la faites vivre avec d'autres. D'où l'idée que c'est un chemin pluricyclarique. Ça fait envie. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, y compris dans la salle virtuelle? Alors, on est tous virtuels les uns pour les autres. Valentine, je suis sûr que vous avez envie de dire un truc. Valentine. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de m'accueillir virtuellement à ce rendez-vous. Oui, c'est vrai qu'en tant que philosophe, doctorante pour ma part à l'Université Côte d'Azur, donc je commence vraiment la recherche, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve qu'on a vraiment, c'est pas vraiment une question que je pose, c'est vraiment un constat de tout l'enjeu de l'interdisciplinarité, je trouve, quand on touche à la question de l'a priori entendu comme précompréhension, en tout cas d'un objet de recherche, comme par exemple l'innovation, parce qu'on a vraiment l'idée de... en tout cas, philosophiquement, je trouve que ça touche vraiment la question de est-ce qu'on vraiment on comprend tous et on sait de quoi on parle? Est-ce qu'on parle tous de la même chose pour réussir ensuite à avoir un échange interdisciplinaire sur l'objet dont on parle? Et je trouve que c'était vraiment très enrichissant de vous voir parler en tant que tous spécialistes de vos disciplines d'un même objet pour comprendre à la fois l'enrichissement, pour comprendre à la fois comment on peut avoir un dialogue interdisciplinaire en mettant à jour tous nos a priori, toutes nos précompréhensions de l'objet, et à la fois aussi, c'était très intéressant de vous entendre tous sur vos points de vue différents sur l'objet pour en avoir une compréhension un peu plus globale. Et donc voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir accepté, invité d'un sens. Merci Valentine, si la jeunesse nous encourage, donc je vous propose que nous clôturions ces travaux. Donc merci à tous. Prochain rendez-vous, donc au mois de juin, on va mettre ça en scène, organiser ça avec ceux qui veulent. Donc on va diffuser auprès des intervenants aussi en priorité au sein du labo. Et vous êtes libre de dire oui, de dire non. Le format ne sera pas contraignant parce que vous avez tous d'autres choses à faire. Mais je pense que ça vaut le coup que nous marquions par une publication en anglais international, un positionnement géographique et international. Il s'agira d'inviter aussi des extérieurs sur faut-il comment se battre de nos a priori. Eh bien, bravo. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.